bien cette chanson de Souchon, là. C'est parfait, on a toute la liste, hein, quasiment. Ah, presque. Très bien. Comment ça s'appelle, ça? Alors, le site s'appelle Couturissimo. Et c'est vrai que ça nous interpelle parce que, vous savez, la haute couture, et puis ça concerne seulement 200 clientes dans le monde. Ça fait quand même rêver les femmes en disant, mais je ne pourrais jamais m'offrir ça. Et vous avez un homme, un Singapourien, qui a eu l'idée de se dire, mais écoutez, moi, je vais demander à des créateurs. Alors, il a choisi 4 créateurs, pas spécialement très connus en France, mais il s'est dit, moi, je m'adresse au monde entier. Donc, par zone géographique, il a demandé à 4 créateurs, il y a quand même des Français, la marque On Aura Tout Vu, qui fait que de la haute couture, de leur dire, bah voilà, vous allez me faire, à partir de vos collections de haute couture, vous allez me faire ce qu'on appelle des collections capsules, choisir quelques modèles, et on va les réinterpréter dans une version prête à porter. D'accord. Mais quand vous dites haute couture, je croyais que l'expression était réservée à ceux qui étaient agréés par la chambre syndicale. Mais ces personnes, On Aura Tout Vu, ils sont agréés. Et alors, ils ont fait entre autres les costumes du ballet de Monaco. Caroline de Monaco a rencontré. Il y a eu une exposition On Aura Tout Vu à Monaco. Et du coup. Donc ils sont haute couture. Ils sont estampillés haute couture. Voilà. Donc je vous propose de regarder ce que l'on peut y trouver sur ce site. Regardez. Je pense que le monde de la haute couture est un monde merveilleux. Et pour moi, il est important de préserver tous ces savoir-faire. Nous intervenons sur l'aspect commercial en pratiquant des prix abordables. Nous souhaitons que la haute couture puisse être abordable pour tout le monde. Nos vêtements coûtent entre 3 et 5% d'une création haute couture. Les prix varient entre 180 et 600 euros. Il est obligatoire d'essayer un vêtement haute couture. On ne peut pas l'acheter simplement sur une photo ou en ligne. C'est pour cela que l'on a développé le système de l'avatar. Le client peut ainsi essayer virtuellement le vêtement sur son avatar avec une parfaite précision. Cela réduit ainsi d'au moins 50% le nombre de retours, ce qui est en principe un gros problème pour les sites de vente en ligne. Le premier créateur avec lequel nous avons travaillé est Sébastien Gunawan. C'est l'un des plus productifs en Indonésie. Son style est classique et très élégant. Nous travaillons également avec Michael Cinco, qui vient des Philippines et qui est basé à Dubaï. Il habille de nombreuses célébrités aux États-Unis. Ses lignes, sa symétrie, ses vêtements, le tissu qu'il utilise sont parfaits. Et enfin, nous travaillons avec les grands créateurs de la marque On Aura Tout Vu, qui sont aussi les directeurs artistiques de notre site. Frank Cintamani a choisi des gens qui étaient très connus dans leur propre zone géographique. Donc l'idée était déjà de montrer ce qu'ils font de façon personnelle et ensuite de montrer la façon dont ils l'ont adapté. On Aura Tout Vu a voulu donc dessiner pour cette première collection des pièces en version prêt-à-porter, des pièces qui ont été au départ faites pour des célébrités, comme Madonna, Beyoncé ou Lady Gaga. Entre le moment où on commande sa pièce et le moment où on est livré, se passe 3 jours. Tout est fabriqué en Asie. Il s'agit principalement de robes du soir d'ailleurs. En revanche, il y a certains tissus qui sont sourcés en Italie pour conserver un certain grade de qualité pour que ce soit toujours dans un esprit couture. Bien évidemment avec des matières qui vont être beaucoup moins travaillées. Rien n'est fait par les métiers d'art par exemple. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la haute couture. L'idée est vraiment de conserver l'esprit du créateur, du couturier, et de le transformer en une couture prête à porter, entre guillemets, quoi, tout en y mettant un tout petit prix. C'est une adaptation d'un modèle. C'est une adaptation, exactement. Couture, mais joli tissu, jolie broderie. Et c'est vrai que la plupart des femmes aujourd'hui disent « mais j'ai un mariage, j'ai quelque chose habillé, où est-ce que je peux trouver une robe du soir ?»
c'est difficile d'en trouver ou alors il faut dépenser beaucoup d'argent. Là, entre 170 et 800 euros, vous avez quelque chose qui fait beaucoup d'effet et c'est livré en 48 heures. Et l'homme d'affaires qui a pensé à ça, c'est celui qu'on a vu au début du reportage, c'est un Chinois. Oui, il est singapourien, je crois. Et en tout cas, il est président aussi de la chambre syndicale, comme nous, dans son pays. Et voilà, il a beaucoup d'importance et c'est une très bonne idée. Et oui, c'est un domaine dont on ne savait pas que les Chinois étaient aussi intéressés par ça. Bon. De plus en plus. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Vous avez peut-être, si vous travaillez dans une entreprise ou si vous travaillez tout court, déjà employé cette expression en disant « Oh, je ne sais pas me vendre ». J'ai du mal, puis moi parler argent avec quelqu'un, et puis je sais pas me vendre. Il apprend à se vendre, cet ouvrage. Cet ouvrage apprend à mieux nous mettre en valeur, en fait, et c'est audacieux et indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il est question d'une nouvelle notion dans l'entreprise, c'est le marketing de soi. Cela peut paraître égotique, mais c'est devenu nécessaire, et longtemps, vous savez, dans notre culture, c'était pas très bien considéré, un peu incorrect de vouloir se vendre. Eh bien, aujourd'hui, bien se vendre est devenu indispensable pour avancer dans le monde très concurrentiel de l'entreprise. D'ailleurs, que l'on reste à son poste, que l'on veuille changer de fonction, changer d'entreprise ou faire aboutir le projet de notre vie, eh bien, ce livre va nous aider à mettre en valeur nos qualités, nos compétences, nous mettre en valeur finalement pour faire avancer et accepter nos projets. Alors des exemples concrets dans le livre nous donnent les bonnes postures, les bons comportements, les comportements gagnants et les outils indispensables. Alors nous avons rencontré l'auteur Sylvie Protofiev qui est psychologue. Oui, je vous appelle là parce que j'ai bien reçu le rapport d'activité que je vous avais demandé. Par contre, vous vous êtes trompé sur la période. Le marketing de soi, c'est d'abord d'être convaincu d'avoir de la valeur. C'est d'être convaincu que se vendre n'est pas une chose vile ou déplacée. Donc 2012, vous quittez votre employeur. Voilà. Et ensuite, je comprends pas très bien. Vendre d'une façon générale, ce n'est pas fourguer un truc à quelqu'un dont il n'a pas besoin. C'est au contraire trouver avec la personne de quoi il peut avoir besoin. Ouais, mais vous auriez pu quand même le noter comme ça, parce que c'est quand même intéressant de savoir ce que vous avez fait pendant la période. Le marketing de soi, c'est avoir trouvé face à un employeur potentiel ce en quoi je vais être une solution pour lui. C'est-à-dire qu'au lieu de se présenter comme un demandeur d'emploi du genre « t'aurais pas un job pour moi », c'est arriver en se disant si j'ai bien compris, voilà ce que vous cherchez aujourd'hui et voilà en quoi j'y réponds. Arrêter de porter son CV en bandoulière, comme font beaucoup de gens, c'est devenu un objet totalement obsolète. Je vais vous parler un petit peu plus concrètement du cœur de l'artisanat. Développer des outils de communication à valeur ajoutée. Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais c'est pas tout. Donc je suis présente sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, Instagram et Viadeo. En entretien, on peut arriver avec des preuves de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai produit en série l'année dernière et qui a... Sous différentes formes, soit des objets parce qu'on les a créés, soit des photos de choses qu'on a faites, de réalisations qu'on a faites. Donc ça, ce sont les lieux où je suis allée directement rencontrer les artisans. Soit carrément, si on est dans les services, l'abstrait, arriver avec des schémas, comme font les consultants d'ailleurs, arriver avec des schémas de réalisation qu'on a produites dans son expérience. Donc si j'ai bien compris, vous recherchez quelqu'un qui soit à la fois créatif, disponible et dynamique surtout. Tout à fait. Et le coût de l'objet, c'est pas mal ça. Le coût de l'objet dans un entretien d'embauche, Oui. Ça singularise en fait la personnalité, car plus que des performances ou des profils diplômés, très diplômés aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais les recruteurs cherchent aujourd'hui des vraies personnalités. Une personnalité, Ouais, bien des sûr. gens qui peuvent sortir des sentiers battus. Pourquoi ? Parce qu'il faut innover, il faut créer, être imaginatif, prendre des risques, manager des troupes, les fédérer. Des gens à fort charisme, ça peut être donc très attractif. Alors attention, ne pas confondre à très fort caractère et à très fort
charisme. Il y a une petite nuance. C'est pas parce que vous avez une personnalité très tranchée que vous allez plaire à votre recruteur. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut être singulier et afficher ce qu'on est, assumer ce qu'on est et mettre en exergue en fait notre potentiel. Les recruteurs en fait aujourd'hui, ils veulent plus des clones. Vous savez, les gens qui sortent des écoles, ils sont tous formatés. C'est des qualités qui sont requises aujourd'hui. Ce sont des comportements, une bonne affirmation de soi. Et ça se travaille. C'est arrivé aux recruteurs de Télématin? Bien sûr. D'avoir des gens qui sont arrivés sans aucune spécialité. Mais Oui. ils avaient une forte personnalité. Ben, ils sont encore là. Voilà. Merci beaucoup. On montre le livre. Il y a de nombreux. On a le temps. Il y a de nombreux exercices assez rigolos dans ce livre. D'abord, il faut faire le point sur nos motivations réelles. Savoir si on est vraiment prêt à bifurquer. Souvent, 40 ans, 50 ans, on se dit tiens, je vais changer de crèmerie. Est-ce qu'on est capable de bifurquer? Est-ce qu'on est vraiment lucide sur son image? C'est pas tout à fait évident d'avoir une juste conscience de son image. Et puis, faut-il changer d'entreprise après 20 ans passés dans la même société? Ce qui n'est pas si évident que ça, rester ou partir quand on est par exemple en milieu de vie, le middle age comme on dit, ça on en parle pas mal dans ce bouquin. Excellente question. Voilà. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je roule toute seule dans ma voiture. Les arbres défilent à toute allure. Cela dit, chez Audi, Anne-Christine, c'est pas la première fois qu'ils s'intéressent à ce genre de véhicule. Pas du tout, vous avez complètement raison. Il y avait le Q3, il y a le Q3, le Q5, le Q7. Et là, aujourd'hui, on présente le Q2. C'est donc un véhicule plus petit, mais dans la même catégorie. C'est une catégorie qui est très demandée. C'est la catégorie à la mode. Alors, il y en a beaucoup dans cette catégorie. Il y a le Renault, pour citer les Français, Renault Captur et Peugeot 2008. Mais il n'y avait pas de véhicule haut de gamme, c'est-à-dire premium. Mercedes et BMW n'ont pas ce genre de petits véhicules. Ils en ont, mais pas des petits. Il y a éventuellement le Mini Countryman, mais il est en fin de vie, entre guillemets, puisqu'il sera renouvelé en fin d'année. Donc, ils arrivent quelque part avec un boulevard dans le haut de gamme. Donc, je suis allée en Suisse, nous sommes allés en Suisse pour voir un petit peu les atouts de cette petite... Oui, Bah, vous aimez bien. Non, mais c'est pas banal. Non. Quand même. Ah bah chez nous, c'est gris, noir, bleu marine, blanc. gris foncé. Voilà, ou Voilà, blanc. rouge. Mais jaune, ça, c'est très rare. Bon, C'est très rare. Bon, alors, Nous l'avons essayé en bleu. D'accord. Ce n'est pas seulement un SUV de plus sur le marché automobile. C'est le nouveau SUV dans le segment des compacts premium. Avec la Q2, nous avons ciblé la nouvelle génération. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes ont besoin d'être connectés. Ils aiment se distinguer et ont besoin de plus de personnalisation. Nous avons pris tous ces ingrédients, nous les avons mélangés avec le savoir-faire Audi et ça a donné naissance à la nouvelle Audi Q2. C'est un mix parfait entre une berline et un SUV. La Q2 est clairement différente de la 3. 4,19 m de longueur, soit 12 cm de moins que la 3. Elle garde néanmoins une bonne habitabilité, une position de conduite basse, comme sur une sportive, qui permet un confort de conduite en ville la semaine. Elle a la garde au sol d'un SUV, qui lui permet d'emprunter facilement les chemins escarpés le week-end. Elle est prête pour toutes les aventures et les grands espaces. C'est ce qu'on attend d'un SUV. Nous avons inventé un nouveau design. C'est unique pour la Q2. Il n'y avait pas ce design chez Audi avant, et il n'y en aura pas après. Ce qui est inédit, c'est la personnalisation, avec par exemple les montants arrière, les bas de caisse, les sièges, des éléments de l'habitacle qui s'adressent à une clientèle plus jeune. Chacun pourra ainsi exprimer sa propre personnalité à travers le design. Et aussi avec cette lame sur le côté de la voiture, nous avons un aspect très robuste et avant-gardiste à la fois. Ce qui est aussi très sympa, c'est le variateur de lumière qui nous permet de choisir une couleur d'éclairage à l'avant de l'habitacle. Nous avons inclus les commandes d'assistance des classes supérieures.
Et aussi, à la demande des utilisateurs, une large connectivité avec une intégration des fonctions du smartphone, dont le moteur de recherche à commande vocale. Avec la carte SIM intégrée, vous aurez accès à toute cette gamme de fonctionnalités. Bon, c'est un véhicule qui est plus petit dans cette gamme-là. Oui. Donc, plus petit prix. Plus petit prix par rapport au Q3, Q5, Q7, oui, mais prix Audi, quand même. Prix Audi, liste d'options importantes, comme chez Audi. En revanche, c'est une vraie Audi au niveau de la qualité, au niveau de la technologie. C'est une Audi. Une petite, mais une Audi. Donc, premier prix, c'est 26 500 €. Premier. Il y a les roues pour ce prix-là, quand même. Il y a les roues et puis après, vous pouvez rajouter les options. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Puis tout de suite, direction Bruxelles, pour retrouver notre correspondant en permanence sur place, Valérie Le Rouge, qui va vous parler du 9e art. Le 9e art, vous le savez probablement, c'est la bande dessinée. Et c'était ce week-end la 7e fête de la bande dessinée. Bruxelles, capitale de la bande dessinée. On a souvent dit ça, chez nous c'est Angoulême, mais la capitale mondiale, c'est probablement Bruxelles, notamment parce que de grands noms de la BD y sont nés, mais parce qu'ils y ont travaillé aussi. Alors, maintenant, est-ce que les Belges se passionnent pour la bande dessinée? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. En tout cas, la bande dessinée est omniprésente ici à Bruxelles, à l'image de cette vignette de Tintin peinte sur cet immeuble. Eh bien, il y a comme ça une cinquantaine de fresques de Spirou, de Gaston Lagaffe, de Lucky Luke peintes dans la ville de Bruxelles. Et ces personnages ont un peu repris vie ce week-end à l'occasion de cette fête de la bande dessinée. 90 000 personnes y sont venues, des passionnés mais aussi des lecteurs occasionnels. On en a profité pour leur demander si le plus ancien de leurs héros, ou le plus jeune comme on veut, en tout cas le régional de l'étape, Tintin, était encore à la mode. Ou est-ce qu'on garde les albums comme des reliques? Est-ce qu'on les lit encore? Est-ce qu'on en achète encore? Et si oui, qui? Réponse avec ces images animées et avec du son, avec Sylvain Winans et Juan Palencia. Avec la grisaille, on a bien cru qu'il allait se dégonfler, Tintin. Mais il est bienvenu à la parade et il en reste toujours la star, aux côtés du chat, de Spirou et même de Monsieur Patate. Plusieurs générations de la bande dessinée flottaient dans l'air dimanche et avec eux, un parfum de nostalgie. Un petit peu la nostalgie de l'enfance, parce que c'est vrai que maintenant on ne prend pas toujours forcément le temps de lire les BD. On n'a pas toujours le temps, donc c'est vrai que quand on voit ça, ça nous donne envie de replonger un petit peu dans les BD. Plus de 80 ans après leurs premières aventures, Tintin et Milou séduisent toujours les Belges. Mais font-ils toujours vendre? Pour le savoir, il faut se faufiler entre les stands de la fête de la bande dessinée, au milieu de 200 auteurs, d'albums de collection, de figurines, où visiblement Tintin reste toujours en vogue. Les libraires confirment. Je pense pas qu'il soit ringard, non. En tout cas, ça... Puis c'est peut-être vintage. Le mot I like Tintin, ça c'est vraiment mondial. Hein. C'est vrai, franchement, je suis moi-même étonné. Et à en croire ces deux générations de tintinophiles, le jeu de reporter a bien vieilli. Il y a du suspense, quand même beaucoup d'action dans Tintin, surtout dans les films. Donc ouais. C'est vrai, ça fait plaisir de les rouvrir de temps en temps et d'en lire un par hasard. Et franchement, c'est sympa, quoi. Pour les éditeurs de bande dessinée, le succès éternel de Tintin réside dans le génie de son auteur. C'est une double lecture, hein. Il y a la lecture pour les enfants et la lecture pour les adultes aussi. Hein. Qu'on retrouve aussi dans certains dessins animés, hein, je veux dire, comme les Simpsons. Et certains albums valent de l'or aujourd'hui. Voici les toutes premières aventures de Tintin, numérotées et signées par le maître, estimées à 25 000 €. Hergé signait Tintin et son épouse, Germaine, signait Milou. Tintin n'est pas resté enfermé ce week-end, fidèle à sa réputation. Il a défilé dans la rue, entouré de plusieurs générations de lecteurs. Valérie, une dernière question, parce que là, on montrait des pièces qui valent une fortune. Mais est-ce qu'il se vend toujours autant d'albums neufs de Tintin ?
Non, de moins en moins, les ventes s'érodent depuis le dernier album dessiné par Hergé. C'était quand même il y a 40 ans, Tintin et les Picaros, mais ça reste quand même spectaculaire pour Casterman, la maison d'édition, et c'est une belle vache à lait puisqu'ils en vendent encore 1 million d'albums neufs chaque année. C'est 20% de leur chiffre d'affaires. Et l'album le plus vendu reste Tintin en Amérique. Ah oui, bon, pas celui-là que j'aurais choisi, mais enfin bien. Oui. Merci Valérie, à bientôt. Et là, il y a quelque chose, il y a un mot qui vous est apparu comme lumineux. Oui, bonjour William, bonjour à tous. En parcourant les journaux ce matin, un mot m'est venu à l'esprit. Ce mot, c'est le mot mépris. Alors je suis allé dans le Larousse pour en vérifier la définition et j'ai lu que le mépris, c'est le fait de ne tenir aucun compte de quelque chose. Et j'ai trouvé que ça cadrait bien avec l'air du temps où en théorie il n'est question que de respect d'autrui, mais où en pratique on méprise à tout va. Alors rattrapé par les affaires en pleine campagne électorale, Nicolas Sarkozy dit qu'il en a vu d'autres. Sommé de s'expliquer devant la justice, Jérôme Cahuzac charge un mort parce que le propre du mort, c'est qu'il ne peut pas réagir. C'est à l'aune de tout ça qu'il faut apprécier l'édito de Bernard Maillard dans Le Républicain Lorrain. J'ai juste péché pour rendre service à quelqu'un qui ne me demandait rien, plaide en substance Cahuzac. Moi, répond à peu près Sarkozy, j'ai fauté sans le savoir parce que ces histoires de comptes de campagne, franchement, je n'y connais que dalle. Il paraît que plus c'est gros, mieux ça passe. La vérité, si je mens, écrit l'éditorialiste. Alors oui, vraiment, ce fut hier une belle journée pour les populistes de tout poil. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éric Dussart qui l'écrit dans l'édito qu'il signe pour La Voix du Nord. Tenez, précisément, la une de La Voix du Nord s'y exprime autre chose, la colère des Calaisiens, dont on se dit qu'ils sont eux aussi victimes d'une certaine forme de mépris. Ce sont des gens qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui se construisent une vie. Mais faut-il qu'ils aient été méprisés pour qu'on ait laissé pourrir la situation au point d'en arriver au fond d'une impasse, et pour les migrants et pour les Calaisiens. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mépris n'est pas le privilège de la France. C'est une des notions les mieux partagées du moment. À Londres et à Bruxelles aussi, on sait s'y prendre. Ce qui me fait dire ça, c'est la une du Figaro. Il y est question du Brexit, sur lequel les électeurs d'outre-Manche se sont exprimés avec clarté. Jusqu'ici, tout va bien, écrit Gaëtan de Capelle dans son édito. Les Britanniques consomment toujours autant, les activités de service se portent au mieux et les exportateurs profitent à plein de la baisse de la livre sterling. Bref, le cataclysme annoncé n'a pas eu lieu, mais le business n'aime pas trop l'inconnu. Alors, on s'arrange. À Londres, on dit qu'il n'est pas question de quitter l'Europe rapidement. À Bruxelles, on dit qu'on ne va pas créer un statut d'exception pour les Britanniques. Et vous voyez comment se mettent en place tous les ingrédients d'un pourrissement de la situation. Tout est dit dans la conclusion de l'édito du Figaro. En réalité, derrière les postures, ce que l'on pressentait dès le mois de juin paraît prendre corps. Le Brexit ne faisant que des perdants, personne n'a intérêt ni même envie de le mener à son terme. Mais vous me direz, les électeurs ont voté. Oui, mais bon, les électeurs, voilà quoi. En fait, le seul qui ne verse pas dans le mépris, je l'ai trouvé dans l'équipe. Il s'appelle Didier Deschamps. Ce soir, il affronte la Biélorussie en éliminatoire du prochain mondial de foot. Alors objectivement, c'est un adversaire à sa portée, mais un adversaire qu'il respecte. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'inverse de beaucoup d'autres, notamment en politique, eh bien Didier Deschamps obtient des résultats, lui. À tout à l'heure pour une revue de presse plus culturelle cette fois-ci, au-delà de 8h30. Du 8 au 11 septembre, c'est tout bientôt, aura lieu la 37e édition de la fête du sel de Salis de Béarn. Vous connaissez peut-être si vous habitez la région. Alors le sel produit par cette commune des Pyrénées-Atlantiques est considéré comme très précieux depuis le Moyen-Âge. Et en juin dernier, il a même décroché un label. Le sel, un label IGP, indication géographique protégée, comme vous le savez. Et Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences chez nous, s'est rendue sur place. Alors pourquoi ? Parce que ce sel est une curiosité scientifique. Et par exemple, qui permet de fabriquer le jambon de Bayonne. Comment ? Pourquoi ? Regardez. Il fut un temps où jeter le sel était inimaginable. Dans cette ville du sud-ouest, à Salis de Béarn, d'une source jaillit de l'eau plus salée que celle de la mer Morte. Et même si l'impôt sur le sel, la gabelle, n'existe plus depuis la Révolution, ici, on l'appelle toujours l'or blanc. Nous sommes à la source du Bayen, qui est la source originelle, qui était au centre de la ville de Salis de Béarn, à ciel ouvert. Et elle a été recouverte en 1865.
Et de cette source sort un sel salé à 300 grammes par litre qui est 10 fois plus salé que l'eau de mer qui est à 32 grammes par litre. Ce mode d'extraction est exceptionnel puisqu'on est la seule entreprise en France à extraire du sel à partir d'une eau de source salée. Des sources pyrénéennes vont traverser les couches souterraines et remonter un sel naturellement très blanc. L'eau arrive dans des grands bassins de décantation, elle y reste 4 semaines de manière à la décanter et à faire tomber les oxydes de fer au fond du bassin car c'est une eau très riche en fer. Et ensuite elle arrive dans la poêle à sel et elle est évaporée grâce au climat du sud-ouest et à un petit coup de main de la nature des thermoplongeurs qui sont des résistances électriques qu'on met à l'intérieur de la poêle à sel. Plutôt une petite aide de la science. C'est une aide de la science. Donc sous l'effet du soleil et du vent, il se forme en surface une fleur de sel, c'est-à-dire qu'on a des paillettes de sel qui cristallisent en surface avec une structure pyramidale caractéristique de la fleur de sel de Salis, de pyramide inversée. Cette fleur, elle est très fine, fondante sur les grillades, les viandes rouges et très appréciée des gourmets. C'est un petit peu le caviar du sel. Le gros sel cristallise au fond du bassin et on le ramasse après ensuite à l'aide d'une grue. Vous avez le sel naturel type celui qu'on fait ici à Salis de Béarn, à Guérande, à Noirmoutier, à l'île de Ré, dans lequel vous n'avez rien qui est rajouté et donc qui peut avoir tendance à prendre un petit peu en motte, à s'agglomérer. Et vous avez des sels industriel ou du sel fin, dans lequel les fabricants rajoutent un anti-agglomérant, un anti-motant, qui est un produit chimique pour éviter que le sel prenne en masse. Et bien entendu, ce produit-là, vous le consommez. Ici, on produit environ 1500 tonnes de sel par an. 1200 tonnes vont au jambon de Bayonne pour les salaisons et le reste est produit en sel de table et on arrive à en exporter à Taïwan, au Japon. On a une demande parce que le sel est très pur, indemne de toute pollution et il est recherché pour ces caractéristiques-là. Depuis le Moyen-Âge, l'économie de la ville de Salis de Béarn repose sur le sel. Et aujourd'hui encore, 80% de la production sert à produire des jambons de Bayonne. Car pour porter cette dénomination, il faut que les ports du sud-ouest soient forcément salés avec du sel de Salis de Béarn. Et s'ils portent le nom de jambons de Bayonne, eh bien c'est parce qu'ils étaient transportés sur des navires qui partaient du port de Bayonne. Et voilà pour l'histoire. Bonjour Eric Woerth. Bonjour. Alors le parquet demande le renvoi de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire Big Malion, son avocat parle de manœuvre politique grossière. C'est le retour des cabinets noirs. Il y a un côté un peu scénarisé quand même. Les principaux concernés ne sont pas tenus au courant. Il y a des indiscrétions de presse, tout ça le jour du début du procès de Jérôme Cahuzac. Voilà, donc il y a un côté un peu scénarisé. Et puis donc il y a évidemment dans un climat aussi politique qu'aujourd'hui, tous les soupçons peuvent être utilisés. Mais il y a quand même aussi sur le fond de l'affaire de vraies questions. Sur le climat en particulier, juste sans être désagréable ce matin, vous qui avez été relaxé dans 2 affaires, vous n'avez pas confiance dans la justice de votre pays? Vous sous-entendez qu'il y aurait un calendrier, au fond, qui aurait été organisé? J'ai confiance dans la justice de mon pays. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même de temps en temps interpréter, se poser un certain nombre de questions. On est dans une démocratie. On a le droit de dire ce qu'on pense. On ne remet pas en cause la qualité globale de la justice française. J'ai beaucoup de respect pour les magistrats. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des connivences assez curieuses et des connivences de date et de calendrier qui font que tout d'un coup, cette information sort pendant la semaine des primaires. C'est-à-dire c'est la semaine où on va savoir qui est candidat. Ça veut dire que... Voilà, j'en dis pas plus, mais quand même... C'est trop? D'abord, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Et j'ai le droit de me poser ce type de questions. Voilà. Après, il y a le fond. Oui, mais d'abord, sur le calendrier, c'est important ce que vous laissez entendre. En gros, qu'il y aurait une manipulation du calendrier judiciaire. Est-ce que la justice devrait se mettre entre parenthèses dans les périodes de campagne électorale? Mais chacun doit être... il n'y a pas de citoyen au-dessus des autres, il n'y a pas de citoyen non plus en dessous des autres. C'est-à-dire qui subirait ce que subissent pas l'ensemble des Français et ferait l'objet de traitements exceptionnels sur le plan négatif. C'est un peu le cas quand même de Nicolas Sarkozy depuis ces dernières années. Puis il y a une tradition. Mais on verra comment cette affaire
se poursuivra. Il y a quand même aussi une tradition qui n'est pas inscrite dans le droit, mais qui est une tradition où on essaye d'éviter d'interférer entre l'actualité politique très chaude, très lourde, une élection présidentielle, et puis l'actualité judiciaire. Donc il faudrait que la justice mette entre parenthèses pendant la période électorale. Je ne dis rien, je regarde l'histoire de notre pays, on a toujours essayé de faire en sorte d'apaiser pour éviter justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait de dire attention, tout ça est un peu étonnant. C'est un coup dur dans une dynamique de campagne ? Je crois pas. Je pense que cette dynamique, elle peut pas être rompue comme cela. Tout ça est au courant. Enfin, tout ça est sur la place publique depuis bien longtemps, depuis des années. C'est pas. D'abord, c'est pas c'est pas une condamnation. C'est le parquet qui donne sa propre opinion, qui requiert. Les juges d'instruction auront à décider. Et la vérité, c'est qu'on est présumé innocent tout au long de du parcours, jusqu'à ce qu'on soit éventuellement condamné. C'est pas le cas. On est loin de cela. Nicolas Sarkozy a obtenu beaucoup de non-lieux jusqu'à présent, et ça va continuer, je pense. Donc sur le fond de l'affaire, la vérité, c'est que non, vous m'interrompez. Pas du tout. Vous voulez pas ? Je vais dire un mot sur le fond quand même. Le premier point, c'est que Nicolas Sarkozy, il a déjà été jugé pour ça. Il a déjà été jugé. Le Conseil constitutionnel, qui est la première juridiction française, et c'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi, il a déjà été jugé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse juger deux fois. C'est pas exactement la même chose, le dépassement des comptes de campagne et l'affaire Big Malion ? C'est la même histoire. C'est pas l'affaire Big Malion, c'est le dépassement. Nicolas Sarkozy, il est mis en examen sur le dépassement lui-même, le fait du dépassement du compte de campagne. Les juges n'ont jamais dit, et personne n'a jamais pu prouver, parce que c'est pas la vérité, que Nicolas Sarkozy était au courant. La vérité, c'est qu'il n'a rien à se reprocher dans cette histoire. Il a mené sa campagne. Il y a eu un dépassement très malheureux du compte de campagne, et le Conseil constitutionnel a déjà jugé cela. Puis je note quand même aussi que les juges d'instruction, si j'en crois la presse, pas accès au dossier, si j'en crois la presse, les juges d'instruction, il y en avait 3, n'étaient pas tous favorables à la mise en examen de Nicolas Sarkozy sur ce simple fait du dépassement du compte de campagne. Tout le reste a été balayé. Donc il n'était pas favorable à la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Et c'est ce que l'avocat de Nicolas Sarkozy a remis en avant. Donc vous voyez que c'est pas si simple, et je pense que Nicolas Sarkozy n'a rien à se reprocher dans cette triste histoire. Alors il y en a un qui n'est pas forcément convaincu de cela, c'est François Fillon. Il s'est fait remarquer il y a 15 jours en taclant Nicolas Sarkozy sur les affaires. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? Est-ce que vous acceptez les leçons de morale et de probité de François Fillon ? Ça commence à faire beaucoup. Je vais vous dire, 2 personnes. Moi, j'ai du respect, j'ai de l'amitié pour François Fillon, donc je ne personnalise pas. Mais 2 personnes, moi je n'accepte des leçons de morale de personnes, éventuellement du pape, parce que c'est un peu différent, c'est une autorité morale incontestable. Mais pour le reste, on est tous des adultes, on a tous nos vies, nos parcours, on essaye de faire au mieux, et donc les leçons de morale, elles sont toujours suspectes. Et personne non plus n'a le monopole de l'intégrité, ni le monopole du gaullisme d'ailleurs. C'est dit. Interrogé sur la présence de femmes dans la primaire des Républicains, vous avez eu cette phrase. Il y a beaucoup de femmes qui entourent les candidats. Alors je vous laisse le choix ce matin. Est-ce que vous dites que c'était une phrase malheureuse, je la retire, ou est-ce que vous assumez ? Non, c'est une phrase malheureuse, parce que l'interprétation peut être malheureuse. Qu'est-ce que je voulais dire, de façon probablement trop rapide, c'est qu'il y a des candidats, il peut y avoir des candidates, ils ont tous des entourages de parlementaires, notamment. Et donc il y a beaucoup de femmes parlementaires et d'hommes parlementaires qui soutiennent les candidats. Mais c'est pas la même chose que d'être candidat. Je suis aussi d'accord là-dessus. C'est pas la même chose que d'être candidat. Donc, si vous voulez parler de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est ça, n'est-ce pas ? Si vous voulez parler de Nathalie Kosciusko-Morizet, ce serait mieux que Nathalie soit candidate. Ce serait mieux pour plein de raisons, et ce serait mieux. Maintenant, il y a une Ça a l'air de vous agacer, ce sujet, Éric Woerth. Non, ça m'agace pas. Il y a des règles. Moi, j'aime bien. Il y a des règles. J'aime bien les règles. Il y a des règles. Elles ont été fixées par tout le monde, vous voyez, parce que sinon, on ne s'y retrouve plus. Si vous jouez au foot sans règles, ça marche pas. Donc, il y a des règles. Elles ont été pesées, sous-pesées. Nathalie a fait partie de celles et de ceux qui ont rédigé ces règles. Donc il y a des parrainages. On n'est pas dans une élection départementale, on est dans l'élection présidentielle. Si quelqu'un n'arrive pas à avoir ses soutiens, quelques soutiens, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas tout à fait outillé pour être à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça ? Alain Juppé fait ce qu'il veut. Moi, je pense que non, parce qu'on ne peut pas manipuler les règles. Et au fond, aller prendre ses propres soutiens, distribuer des soutiens à un tel ou un tel, ça a un petit côté assez malsain, me semble-t-il. Chacun est responsable de son parcours politique, et si on n'arrive pas à avoir des soutiens, c'est qu'il y a un problème son parcours politique aboutit à cela. Puis il y a Nadine Morano aussi.
Il n'y a, pas que Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a aussi Deux Nadine femmes, Morano. donc, à la primaire des Républicains. Je préférerais, il y a des règles, je préférerais que Nathalie ou que Nadine soient candidates. Maintenant, il y a des règles, elles s'imposent à tous. Merci beaucoup, Éric Woerth. C'est à vous, William. Et avec Yann Lavoie, l'année dernière, nous vous avions montré ce qu'une imprimante 3D pouvait faire, des objets, parfois même volumineux. On en reparlera d'ailleurs bientôt. Et là, c'est tout à fait autre chose et c'est parfaitement utile. C'est une entreprise française qui a C'est une fabriqué start-up française, oui. C'est un garçon qui vient de l'INSERM à la base et puis qui a décidé de monter sa propre start-up du côté de Pessac. Ils sont une quinzaine. Enfin, il me disait que finalement, ils engageaient presque tous les jours parce qu'ils sont en train de croître et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ils font de l'imprimante de peau. Ils impriment de la peau. Ils créent de la peau humaine. Alors bien sûr, il m'a dit, la peau c'est très très complexe, on ne reproduira jamais une vraie peau de la même manière, mais suffisamment en tout cas pour le moment, pour offrir des débouchés déjà à toute l'industrie, on va dire, qui s'occupe notamment de nous trouver des jolis petits produits pour la peau, vous voyez, cosmétiques. Oui. Donc eux, ils ont des échantillons sur lesquels ils peuvent tester. Selon la carnation, ils peuvent tester leurs produits, voir comment ils fonctionnent, voir quelle réaction vont avoir ces petits bouts de peau. Pour ça, il faut créer de la peau. Alors comment font-ils ? Ils partent déjà de cellules humaines, bien évidemment. Puis ensuite, alors la méthode, c'est comme chez Obélix. On n'en sait pas beaucoup plus. Et il vaut mieux. Il vaut mieux. Donc il y a du collagène, il y a du laser. Et c'est la lumière laser qui va faire notamment tout le travail. Puis après, on laisse ça un petit peu reposer pendant un bon moment. Et puis, ça nous donne, vous allez le voir dans le reportage, des tout petits morceaux de peau. Quand je dis il vaut mieux, c'est mieux pour protéger. Bien sûr, parce que sinon, il y a des gens qui vont être très intéressés. Ils seront d'autant plus intéressés qu'ils sont les seuls au monde à savoir faire ça aujourd'hui. Et puis bon, je vois déjà à quoi vous pensez. Demain, avec la peau, on en parle juste après. Déjà, regardez comment ils font. On a développé des imprimantes très particulières, des bio-imprimantes assistées par laser. Alors elles ont des spécificités assez importantes. C'est d'une part qu'elles sont complètement adaptées à l'impression de cellules, au dépôt de cellules vivantes. Et c'est la technologie de bioimpression qui offre la plus haute résolution. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'imprimer cellule par cellule, et ça en 3D pour reproduire toute la complexité des tissus tels qu'on les observe dans nos tissus. Les ingrédients de la matière première qu'on utilise sont aujourd'hui des cellules qui proviennent de prélèvements qui sont obtenus de centres hospitaliers. Et l'autre composante, c'est un matériau qu'on appelle du collagène que l'on achète. Et les deux ingrédients en fait, sont imprimés successivement pour fabriquer un tissu. Suite à la bioimpression, l'étape d'impression en elle-même, en fait, les cellules vont interagir entre elles, interagir avec leur environnement, le collagène, pour produire des organisations particulières, desquelles vont émerger, vont sortir des fonctions biologiques que l'on recherche. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la phase d'impression en elle-même est vraiment une toute petite part du process de fabrication d'un tissu biologique. L'intérêt de la bioimpression, c'est de produire des modèles de peau qui vont reproduire les caractéristiques des peaux de différentes catégories de patients, des patients âgés, présentant ce qu'on appelle des phototypes, c'est-à-dire des couleurs de peau différentes, etc. Aujourd'hui, les tailles des objets qu'on produit sont de l'ordre, on va dire, du centimètre carré. Donc ça reste encore assez petit, hein, notamment si on se place dans une perspective de greffe, mais c'est d'ores et déjà des tailles très intéressantes pour des applications de recherche industrielle dans le monde cosmétique ou pharmaceutique. C'est quand même assez impressionnant parce qu'il crée de la matière vivante. Ça fait un peu Frankenstein, là, non ? Oui, c'est un peu ça. On part de la matière vivante, puis ensuite, avec son processus, son procédé de collagène et aussi après de laser, et puis ensuite, surtout, ça va rester en culture. Il va falloir, je crois, environ 1 mois pour que les petites cellules se collent les unes aux autres et vous allez obtenir des petits morceaux. Alors, c'est pas un vrai morceau de peau comme le nôtre, mais ça a les propriétés de la peau. Alors, évidemment, tout de suite, le cosmétique, le monde du cosmétique, le monde du pharma, très intéressé pour faire des tests. Mais eux, dans 5 ans, ils aimeraient pouvoir offrir des greffons de peau aux grands brûlés, ça c'est autre chose. Bien entendu. Et dans un deuxième temps, autre stratégie, greffer, puisque c'est une machine, vous êtes d'accord, 3D.
qui, vous l'avez vu, qui impriment finalement. Ils aimeraient pouvoir imprimer in situ sur le brûlé de la peau. Pouvoir carrément... Oui, c'est pour ça que je vous parlais de matière vivante, effectivement. Ils aimeraient pouvoir imprimer de la matière vivante à même la peau du brûlé. Il faut les suivre, ces jeunes gens-là. On les suit. Ils avancent bien. Ça fait un peu fantastique, cette musique. Oui, parce que c'est parce que Sarah est une fée. C'est fait pour ça, voilà. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous entendez par fantastique? Voilà, avec ce que vous allez nous présenter maintenant, ça se passe à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, et non pas le musée. Il y a une exposition sur l'univers particulier et assez omniprésent dans la gravure, d'ailleurs, du 19e siècle. C'est le fantastique. Mais ce qui nous a intéressé, c'est pas le titre de l'exposition, c'est la fin du titre. Parce qu'à la fin du titre, il y a marqué de Goya à Redon. Donc il y a des gens qui ont fait ça comme Goya. Des gens comme Goya, des gens comme Rembrandt, des gens comme Dürer, des gens comme Delacroix, et des gens jusqu'à Agnès Guillaume, qui est une artiste jeune, qui fait de l'art contemporain, art moderne. Donc il y a tout ça, ça ne s'arrête pas à Goya et Redon, justement. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'estampe? C'est à partir du moment où vous avez un dessin fait sur pierre, métal, ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez prendre ce dessin-là et de l'imprimer à l'infini. Donc, ce qui plaisait beaucoup, évidemment, aux artistes, parce que tout d'un coup, leur œuvre pouvait démultiplier. Ça a été beaucoup utilisé. Et ce qui nous intéresse quand même dans le titre, c'est fantastique. Le fantastique, évidemment, ça veut dire chouette, bien sûr. On est d'accord, c'est une exposition très chouette d'ailleurs. Mais fantastique, là, veut dire l'irruption de l'irréel dans le réel. Ça veut dire les rêves, les cauchemars, les fées dont vous parliez, les sorcières, voilà, la nuit, ce qui nous fait peur, ce qui nous amuse, ce qui nous fait rêver. Donc tout ça, on a dans cette exposition-là. Mais l'exposition avait déjà été présentée au Petit Palais à Paris. Et on se disait, mais pourquoi alors Bordeaux et tout? Parce que Bordeaux, non seulement toutes les expositions ne se passent pas à Paris, donc pour ceux qui habitent pas loin de Bordeaux, voilà une occasion d'y aller. Et en plus, le musée des Beaux-Arts a aussi donné quelques œuvres ici qui font partie de la collection permanente du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, que forcément le Petit Palais n'avait pas. Donc une exposition complète, je vous montre le fantastique par image, comme d'ailleurs ce reportage peut l'être. Regardez. Cette exposition s'intitule Fantastique, l'estampe visionnaire de Goya à Redon, pour marquer justement les grandes figures qui ont été importantes au XIXe siècle et qui présentent des estampes. C'est une technique qui permet d'obtenir une image à partir de l'impression d'une matrice. Le fantastique, c'est un mot ici qui vient du registre littéraire. C'est le moment où quelque chose d'étrange, un peu merveilleux, s'intègre dans une réalité banale. Et tout ça nous procure un sentiment d'inquiétude, d'étrangeté, qui donne envie d'en savoir un petit peu plus. Ces estampes, uniquement dans le noir et blanc, permettent d'aller chercher différents thèmes qui sont à cette limite du réel et de l'irréel. Dans ces thèmes, vous avez les diableries, vous avez le cauchemar, vous avez aussi les danses macabres, l'arrivée de la mort, des squelettes ou encore des chevaliers errants qui viennent emporter les jeunes filles dans leur tombe. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on peut voir donc toutes ces estampes de la Bibliothèque nationale de France avec un contrepoint contemporain. Je pense que Goya a dû m'inspirer de façon non consciente. Et quand j'ai découvert son eau forte, Le sommeil de la raison engendre des monstres, je me suis dit, mais c'était incroyable, la parenté entre nos deux œuvres. Ici, la matrice est numérique, mais le travail est le même. J'ai filmé des pigeons blancs sur fond noir pour les utiliser en négatif, pour donner quelque chose qui ne soit pas tout à fait réel. Donc ce qu'on voit à l'écran aussi bien que dans les estampes numériques, ce sont mes nuits. Des nuits où il y a eu beaucoup d'insomnie, donc beaucoup de temps pour avoir des images qui me viennent en tête. Je crois que ce sont les nuits de pas mal de gens aussi. Beaucoup s'y reconnaissent. Ils n'y reconnaissent pas forcément de l'insomnie. Parfois, ils reconnaissent des cauchemars. Parfois, ils reconnaissent, au contraire, quelque chose d'apaisant. Il n'y
n'y a pas que l'aspect sombre et macabre à l'intérieur du fantastique, qui peut au contraire être aussi le véhicule de l'humour. Et ça, c'est un des aspects sur lesquels on a insisté dans l'exposition, notamment à travers l'image populaire et toutes les diableries du début du 19e siècle qui font appel aux arts et traditions populaires, notamment à la lanterne magique, et qui font rire avant tout. Il y a un autre film fantastique, Hitchcock, où il y a effectivement des dessins d'Ali avec Grégory Peck, vous vous en souvenez peut-être. Il y a aussi les films de Hitchcock avec tous les oiseaux, les oiseaux de Hitchcock. Et donc on a demandé à Agnès Guillaume si elle avait pensé à ce film. Elle a dit pas du tout, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que s'il devait y avoir un lien avec les œuvres de Hitchcock, c'est pas les oiseaux, c'est le fait qu'elle apparaisse elle-même dans l'œuvre. Voilà, et vous avez jusqu'au 26 septembre, si vous n'êtes pas loin de Bordeaux, ne loupez pas cette exposition à la Galerie des Beaux-Arts. Merci. Qui fait partie du musée des Beaux-Arts. Qui fait partie du musée des Beaux-Arts. Absolument, William. Merci beaucoup, Sarah. Alors vous l'avez entendu hier, ici et ailleurs, l'extrême droite en Allemagne a fait une percée historique. On ne parlait pas d'un parti d'extrême droite comme cela depuis 80 et quelques années, vous voyez. C'est un parti qui a fait une percée dans une élection régionale, n'est-ce pas? Et l'extrême droite, ces dernières années, chez nos voisins, était pourtant assez faible électoralement. Quel est exactement ce Alternative für Deutschland? Même si vous n'avez pas fait allemand première langue, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais il va vous donner la bonne traduction maintenant, car lui a fait allemand première langue, Frédéric Vion. Alors ça veut dire? Alors, Alternative für Deutschland, en fait, alternative pour l'Allemagne. C'est un parti récent. Ils ont été créés seulement en 2013, imaginez. Leur percée électorale d'avant-hier n'en est que plus impressionnante pour un parti qui n'a que 3 ans d'existence. Vous allez voir sur ces images les responsables de ce parti, très satisfaits depuis dimanche dans cette région du Mecklembourg, qui est au nord de Berlin. Je rappelle que les régionales, c'est très important en Allemagne parce que les Länder, les régions, ont beaucoup de pouvoir outre-Rhin. Par exemple, l'éducation, qui n'est pas nationale, c'est géré par les Länder, de même que la culture, dans une certaine mesure la police. Donc diriger une région, un land allemand, c'est vraiment très important. Alors attention, ils n'ont pas gagné. Ils sont arrivés 2e derrière les socialistes, donc ils ne vont absolument pas diriger ce land, mais tout de même, ils ont eu plus de 20% des voix. En plus, ce n'est pas la première fois, vous allez voir une carte avec en couleur tous les Länder où maintenant ils ont des députés régionaux. Ils sont présents dans les parlements régionaux. En violet, c'est la région dont on parle, le Mecklembourg. Mais il y a eu une région où en mars dernier, il y a eu un score encore plus élevé, plus de 24%. C'est la région qui est marquée ST, la Saxe-Anhalt, donc 24% pour ce parti populiste allemand. Et alors pour l'Allemagne, c'est vraiment un phénomène nouveau, vous le disiez, parce qu'évidemment, à cause de l'histoire, à cause du nazisme, l'extrême droite a très longtemps été mal vue, disons, ces 50 dernières années en Allemagne. Il y avait presque plus d'extrême droite, ça faisait que quelques pourcents aux élections, beaucoup moins en tout cas qu'en France. Alors ce parti, bien sûr, ne dit pas qu'il est d'extrême droite. Comme d'autres, d'ailleurs. Même pas qu'il est populiste. Il dit qu'il est pour l'Europe des nations, qu'il est ni de gauche ni de droite, c'est le refrain habituel. Son programme principal étant qu'il faudrait fermer les frontières à l'immigration. Donc c'est un peu, évidemment, comme le Front National en France. C'est un parti qui essaye, d'ailleurs, comme le FN, de se donner, vous le voyez, une image moderne, avec des candidats qui sont plutôt des jeunes et des femmes, et qui se montrent souriants pour casser l'image d'agressivité qu'on associe traditionnellement aux partis d'extrême droite. Comme beaucoup de partis populistes, ils estiment d'abord que les contribuables allemands payent trop pour l'Europe. Vous allez voir une affiche à propos de la Grèce, où ils disaient qu'ils en avaient été assez de payer pour la Grèce. Et comme le FN en France, c'est un parti qui prospère en grappillant des voix à la fois à la droite traditionnelle et à la gauche. Alors pour ce qui est de la droite traditionnelle, là-bas c'est Angela Merkel, la droite traditionnelle. Elle est accusée, vous le savez, d'avoir trop largement ouvert ses frontières à l'immigration. Et c'est pour ça qu'elle est critiquée à l'intérieur même de son propre camp. Vous voyez ici un centre pour les réfugiés en Allemagne. Donc sans doute est-ce pour cette raison que la droite traditionnelle a fait un mauvais score dimanche dernier dans cette région du Mecklembourg et que les voix se sont transférées vers ce parti Alternative für Deutschland. Et puis, je vous le disais, ce parti populiste empiète aussi, c'est sa force électoralement, il empiète aussi sur l'électorat de gauche. Rappelez-vous la carte tout à l'heure, vous avez vu, c'était plutôt les régions de l'Est de l'Allemagne où il faisait des bons scores. Et c'est pas un hasard, parce que l'ex-Allemagne de l'Est, autrefois communiste, même après la chute du mur, elle votait plutôt à gauche, c'était des régions ouvrières. Et donc désormais, regardez, dans ces régions de l'Est, c'est exactement ce qui se passe chez nous dans les anciens bassins industriels du Pas-de-Calais ou de la Moselle, qui votent beaucoup Front National. L'ex-Allemagne de l'Est, que vous voyez ici il y a une dizaine d'années sur ces images, mais qui ne s'est pas beaucoup relevé
relevé non, depuis, ça n'a hélas. pas beaucoup bougé. Là. Bah voilà, il y a beaucoup plus de chômeurs que dans le reste de l'Allemagne. Les usines ont fermé. Il semble que les électeurs de gauche de tradition ouvrière se détournent eux aussi de leur parti traditionnel pour aller vers les populistes. Et puis l'Allemagne de l'Est, il ne faut pas oublier aussi une autre caractéristique de l'Allemagne de l'Est, c'est que du temps du communiste, c'était un endroit fermé où donc il n'y avait pas d'immigration. Depuis 50 ans, quand vous voyez l'immigration ici, ça c'est des images des années 70, mais qui étaient en Allemagne de l'Ouest, l'immigration essentiellement turque en Allemagne, c'était en Allemagne uniquement de l'Ouest. Donc ça peut expliquer aussi que les Allemands des régions de l'Est, surtout les Allemands âgés, imaginez, ils n'ont pas connu du tout d'étrangers pendant les 40 ou 50 premières années de leur vie. Y compris Mme Merkel. Y compris Mme Merkel. Merkel, là-bas. qui est effectivement est-allemande au départ. Donc je répète que pour l'instant, Alternative für Deutschland ne dirige aucune région. Ils sont dans l'opposition, même dans les Länder où ils ont fait des très bons scores. Alors ils existent encore moins au niveau national. Ils n'ont aucun député au Parlement national à Berlin. Leurs résultats sont trop faibles. Du moins pour l'instant, puisque je vous rappelle qu'il y a des élections générales en Allemagne l'année prochaine et que là, il faudra voir ce qui se passe. Merci beaucoup. Alors, ce que vous entendez, vous ne connaissez peut-être pas si vous ne fréquentez pas les cours de lycée ou alors les facs. Les facs, oui. Fac, ça marche aussi. Très bien. On encadre, parce que vous savez, vous connaissez l'expression, je ne peux pas t'encadrer. Ben, nous, il y a des gens qu'on encadre, figurez-vous, ils sont assez nombreux d'ailleurs, dans tous les domaines, et le domaine de la scène aussi. Alors, c'est un groupe qui, à peu près 5 ans 5 ans, 2011, leur premier album autoproduit. Là, leur dernier album est sorti en 2015, fin 2015. Ils sont à 120 000 exemplaires vendus. Alors, si vous avez entre 10 et 20 ans, vous connaissez. Vous connaissez et même entre 15 et 25 ans, quand même. Oui, parce que, par exemple, vos deux voisins, non. Boulevard Désert les enfants, bien sûr. Boulevard Désert. Fallait dire ça. Voilà. Quand même. Okay. Boulevard Désert, là, ce que l'on vient d'entendre, c'est en duo avec Zaz. Elle faisait un podium avec eux, un gala avec eux à Brest. Elle les a entendus chanter, elle ne les connaissait pas, elle est montée avec eux sur scène. Elle leur a demandé si elle pouvait faire un morceau avec eux, et donc ils l'ont invité à partager une plage de leur dernier CD. D'où ils viennent, ces petits gars? Ils viennent de Tarbes. Tout a commencé à Tarbes. C'est vraiment le club de musique du lycée Marie Curie à Tarbes en 2004. Ils sont 9, ils viennent de tous les horizons. D'ailleurs, cet éclectisme va les suivre jusqu'à aujourd'hui. Il y en a un qui aime bien le reggae, il y en a un qui fait des paroles, il y en a un qui préfère le rock. Ils mettent tout ça ensemble et ils partent vraiment, c'est un groupe de lycée. C'est les vedettes des fêtes de fin d'année au lycée. Oui, mais c'est pas les compagnons de la chanson, ils étaient 9 aussi, mais ça s'arrête là. Voilà, ça pourrait être un petit peu les petits-fils des compagnons de la chanson. C'est un petit peu plus rock, c'est un petit peu plus des sons actuels. Et eux, leur définition, c'est le homemade studio. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait chez eux. Aujourd'hui, avec Internet, on le sait, un des trucs sympas avec Internet, c'est que des gens qui étaient absolument pas connus hier peuvent devenir connus aujourd'hui. Ils ont produit leur premier album, Cielo Ciego. Ils ont rencontré un accueil formidable avec ça, une maison de disques les a signés, et aujourd'hui ils continuent toujours à faire à Tarbes, dans leur cave, leur propre disque. Une maison de disques, une grande major les a suivis depuis, mais ils continuent à être producteurs, à avoir la main sur tout. Eux, leur truc, c'est l'indépendance. Ils étaient en festival durant tout l'été, ils ont fait, notamment sur le Tour de France, sur une étape du Tour de France, un véritable malheur. Nous, on les a rencontrés pour leur premier Olympia, au tout début de l'été. Ils ont fait un petit passage, boulevard des Capucines, et vous savez quoi? On y était. Regardez. Oh. Boulevard Désert, c'est né en 2004, il y a 11 ans déjà, dans la cour du lycée Marie Curie à Tarbes, dans le sud de la France. Et c'est né comme la plupart des groupes naissent à cette époque-là, c'est-à-dire une rencontre dans une récréation, en se disant je fais de la musique, moi aussi. L'idée est tout de suite venue de créer en composition uniquement, et voilà, on s'est dit ça serait bien de s'associer, d'essayer de monter un groupe tout nouveau, qui s'est appelé Boulevard Désert dès le début. Demain, de bon matin, je pars sans escorte. Il y a une vraie revendication chanson française. C'est quelque chose que vous portez haut et fort, ça? C'est quelque chose de naturel pour nous déjà. L'univers qui a bercé toute mon enfance, c'est la variété française. d'Alain Souchon, à Woolsey, à Scheller, à Escher. Si je te connaissais encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. Un groupe à 4-5, c'est déjà compliqué. Un groupe à 9, comment vous faites au niveau des égos, au niveau de la cohésion du groupe? On part souvent du principe en nous posant les questions que vivre à 9 ou être 9, c'est quelque chose de compliqué, alors que je pense que c'est une force, donc ça se passe plutôt bien en fait. T'aurais bien compris. Il y a ceux qui restent forts, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Vous revendiquez la notion de homemade music.
parce que c'est une création à la maison. Alors ça, nos 3 albums ont été faits de la même manière. On a aménagé un home studio chez nous, un petit studio. Notre album, il a été fait avec un ordinateur, une carte son, un micro, sur lequel on a fait passer les 9 musiciens. Il n'y a pas beaucoup d'argent au départ, il n'y en a toujours pas beaucoup. Ce 3e album ne nous a pas coûté beaucoup plus cher que le premier finalement. Et ça ne nous empêche pas d'en vendre. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Avec Emmène-moi, vous connaissez le vrai gros succès populaire. Qu'est-ce que ça change dans un groupe quand on a les honneurs médiatiques? Franchement, dans le groupe, pas grand-chose, bien sûr. C'est un grand bonheur de s'entrer à la radio, c'est génial de voir que son projet est porté toujours un peu plus haut. Après, effectivement, en dehors, c'est là qu'on s'en rend compte, parce que les salles sont remplies, parce que les salles sont 2 fois plus grandes que la tournée d'avant. Nous, on continue vraiment à essayer de faire ce qui a fait que nous sommes Boulevard Désert aujourd'hui. Le contact avec le public, c'est le même. On finit nos concerts au milieu des gens. Et c'est vraiment de conserver cette attitude-là, parce que c'est cela qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. On n'entend pas assez l'accent de Tarbes. On l'entend, l'accent du sud-ouest. Ça mériterait il y a quelques mêlées de rubis quand même dedans. On les entend un peu. De rubis. De rubis, oui, c'est ça. De rugby. Vous voulez dire que je ne fais pas bien l'accent? Je ne fais pas bien l'accent du sud-ouest? C'est ce que vous êtes en train de dire? C'est sud-ouest, Gerba un peu quand même. C'est ça, un petit peu. Option un petit peu Tunis. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le sud-sud-sud-ouest. Bon, allez, ils sont en tournée ces gars-là? Ils sont en tournée. Les dates sont apparues durant le reportage. Et vraiment, voilà, un nouveau disque, un nouveau single qui s'appelle Ce gamin-là, à n'en point douter, ils auront franchi la barre. C'était un lycée de garçons où il n'y avait pas de filles? Oh, je crois que ça devait être mix en 2004. Là, il n'y a pas beaucoup de filles. Il y a une fille avec eux. Ça y est, une. ça y est, la parité arrive. Ça y est, c'est bon. Ça y est, on y est. Quand même. Merci beaucoup, Frédéric. La revue de presse de Patrice Romden, maintenant, s'il vous plaît. C'est curieux, non? En version Bob Marley. Si, c'est Bob Marley. Oui, ça ressemble. un peu fatigué. C'est ça, Inspiré des Beatles. Ouais. Bon, à part ça. Et bien, à part ça, Daniel Craig. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui arrive? Il a envie d'arrêter James Bond. Ah oui, Donc, oui. il le fait savoir. Panique au studio Sony. On ouvre les coffres-forts, on sort les portefeuilles et devinez combien ils lui ont proposé. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Quoi, 10 millions. Pour boire, ça. Pour faire quoi, la bande-annonce? 10 millions? Non, 150 millions de dollars. Donc ça fait 134 millions d'euros. Le cachet pour le film, Voilà. le prochain. Ce qu'il propose, il n'a pas encore répondu. Parce qu'il y avait déjà proposé 89 millions de dollars au mois de juin et il avait dit non. Donc là, ils en sont à 150 et il réserve sa réponse. Alors, vous savez que Sony avait publié un certain nombre de photos de ceux qui pourraient le remplacer pour voir quelles étaient les réactions des fans. nous étions dedans. Non, c'est pas ça que vous vouliez dire. Vous, non. Mais, à 2 euros. Mais l'anglais, là-bas, oui, bien sûr. British, non, il y en a d'autres. Hein. Alors, il propose 150 millions, mais pour 2 films, hein, quand même. Comme quoi, alors ça divise les coups par 2. Broutille. Non, ça va, Daniel. Il n'a toujours pas répondu. Fanny Ardant. Elle est dans le Parisien ce matin parce qu'elle démarre ce soir au Théâtre de la Mini-Chaudière. Elle est magnifique, ouais. Je vous rappelle qu'elle joue dans Croque-Monsieur avec Bernard Ménez, l'histoire d'une veuve qui a tué 5 maris, enfin qui a épuisé 5 maris et qui cherche le 6e pour pouvoir continuer à assurer son train de vie. Alors, on se demande pourquoi elle a fait du boulevard, parce qu'elle est plutôt habituée, au drame, aux tragédies. Alors, elle parle de la pièce, mais pas que, ce matin dans le Parisien. Elle dit qu'elle en a ras-le-bol de l'époque, qui est moralisatrice, que tout est réglementé, que tout est loi, et je n'ai pas forcément un respect des lois, dit-elle. Il y a surenchère, on ne peut pas cracher, on ne peut pas fumer, on ne peut pas parler, il faut marcher à droite, tout est interdit, et ce qui est permis est obligatoire. Donc elle n'en peut plus. C'est une rebelle, hein. Oui. Ça n'a pas l'air comme ça, mais à côté bourgeoise, pas du tout, c'est une vraie rebelle. On vit une époque violente, sale et égoïste, dit-elle. Il y a un danger de voir arriver des régimes forts. Mais, dit-elle, je ne vote pas. Il faudrait savoir. Hein, on vient de la voir, le fameux de l'histoire, on vient de le voir. C'est, regardez le titre de son interview, la provoque.
J'adore. Et d'ailleurs, toujours dans la continuité de ce que je viens de dire, il n'y a pas de verrou chez elle, donc vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Elle dit j'ai déjà été cambriolée, il n'y a plus rien. Donc avis aux amateurs. Si ça vous intéresse, on vous donne l'adresse. Non, je plaisante. Dans l'Humanité, il est question d'Eugène Boudin à découvrir ou à redécouvrir dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. C'est à Rouen, Caen, au Havre, à Honfleur aussi. Honfleur, où est né Eugène Boudin. Alors pourquoi a-t-il peint des marines, comme on le voit, au point d'en devenir l'un des maîtres du genre? Parce qu'il était près des marines. Oui, non, mais surtout parce qu'il fallait qu'il mange. Parce qu'initialement, en fait, Boudin peint des scènes de plage. Il peint des bourgeois sur les plages. Avec Sauf des que les tentes bourgeois... et des dames avec des chapeaux qui vont à la mer. Oui, mais les bourgeois, à l'époque, ne se reconnaissent pas tellement dans ses œuvres, qui ne leur tendent pas un miroir flatteur, en tout cas à leur goût. Donc, du coup, il vend peu et il n'accédera jamais à la célébrité. Et donc, il s'est rabattu sur les marines qui lui ont permis de survivre. L'Humanité, ce matin, cite Boudin qui disait « Je suis un isolé, un rêvasseur. L'avenir fera de moi ce qu'il a fait de nous tous. J'ai bien peur que ce soit de l'oubli. » Eh bien non, Monsieur Boudin, conclut ce matin Maurice Ulrich. Si vous voulez voir les plus belles œuvres d'Eugène, et notamment ses vaches, un mur entier de vaches peintes par Boudin. Allez voir le musée du Havre. Voilà, merci beaucoup. Autre chose ? Éventuellement avec Paul K qui revient sur la révolution égyptienne qui en 2011 a mis en lumière une jeunesse certes avide de liberté, mais a aussi mis en lumière l'un des maux profonds du pays, le harcèlement sexuel. Regardez cette photo qui a été prise lors de la Journée internationale des droits des femmes. Ce jour-là, plusieurs manifestantes avaient été molestées. La photographe rayote Eman Elal avait photographié cette scène et depuis, elle se balade avec son appareil pour accumuler les preuves de cette, je dirais, 11e plaie d'Égypte qu'est le harcèlement sexuel. Et alors, regardez cette photo, parce qu'il n'y a pas de violence, mais en fait, tout est dans le regard. Regardez, tous les regards convergent vers les filles. À droite, c'est carrément vers, je dirais, le postérieur, hein, disons les choses comme c'est. Sonia Dridi, qui est journaliste française installée au Caire, recueille aussi des témoignages dans Polka, témoignages d'agression dont les auteurs, malheureusement, souvent, sont relâchés. Disculpés, relâchés. Oui. Il y a un excellent film égyptien là-dessus. Je vous donnerai le nom parce que je crois qu'il existe en DVD. C'est le Bus 631 ou un truc comme ça. C'est un film formidable qui raconte exactement ça. C'est à lire donc et à voir dans Polka Magazine qui nous parle régulièrement et avec talent de photos. C'est vrai. Merci Patrice. Alors, ça se passe un peu chez les rois du marché, quand même. On peut le dire. Ce sont les plus créatifs du monde, ce sont les grands bretons. Pourquoi est-ce qu'on dit que les anglo-saxons, d'ailleurs, sont les plus créatifs du monde? C'est bizarre, parce que ça devrait être normalement les Américains. C'est peut-être eux qui ont le plus grand nombre d'agences aussi, de créativité, de pubs. C'est un esprit. Je vais vous dire, c'est un esprit, c'est l'esprit de la perfide Albion, c'est-à-dire qu'ils sont toujours cette petite pointe d'humour qui est spécifique à l'île anglaise et qui fait que dans tous les prix internationaux, à chaque fois, la razzia, elle est pour les Anglais, à la grande surprise des Américains, les cousins qui se sentent plus puissants, plus forts, et qui disent c'est nous les meilleurs, c'est nous les rois de la pub. Non, pas du tout, ce sont les Anglais. Alors, démonstration aujourd'hui avec une saga des marques. Ça, c'est intéressant, c'est qu'on s'intéresse à une marque. Ça peut être Evian, ça peut être Eram, ça peut être Levi's. Une marque qui est tellement forte qu'on attend la prochaine pub qu'ils vont faire en se disant tiens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sortir derrière? Alors, on ne va pas dire évidemment de quel produit il s'agit. Vous regardez la première, vous êtes un Anglais en fait, vous êtes chez vous, tranquille, et vous regardez la première. C'est une marque qu'on connaît? C'est une marque que vous ne connaissez pas. C'est un produit qu'on connaît? Non, c'est un produit que vous connaissez, oui, parfaitement. Mais la marque, par contre, vous ne la connaissez pas. Vous allez essayer de deviner de quel produit il s'agit, bien sûr. Et voilà, ce sont pour des lunettes. Oui, voilà. Vous avez reconnu le célèbre cuisinier de britannique. Cauchemar en cuisine. Voilà, exactement. Et donc vous avez compris le principe.
Donc là, la saga est posée. C'est-à-dire qu'on très connue la marque en Grande-Bretagne. Très connue. C'est la marque, la leader, c'est l'opticien le plus connu, le plus célèbre. Ah, c'est leur AF. Voilà, exactement, tout à fait. Sauf qu'ils n'ont pas justement, dans le cas de AF, il y a ce qu'on appelle un représentant de la marque. Donc lui, c'est facile, il suffit qu'il apparaisse et hop, la saga, elle est faite. Il est dans la pub et on a automatiquement identifié la marque. Eux, c'est pas pareil. Eux, leur marque de fabrique, c'est de dire, on va vous faire une surprise à chaque fois. Une surprise à chaque fois, c'est, vous savez que, voilà, on est des opticiens, donc il va y avoir besoin de lunettes, mais comment, pourquoi, c'est tout notre pari. Et une fois qu'ils ont sorti ce truc-là, avec le type qui se trompe complètement, qui pensait être dans un sauna, qui en fait se retrouve dans les cuisines de Gordon Ramsay, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut sortir derrière? Bah, ils sortent ça. Vous voyez, c'est extraordinaire. Une efficacité, mais ça vaut... En plus, ça coûte 10 euros. Mais c'est rien. Ça coûte, hein. Mais sauf que vous avez vu, tout est dans la pertinence de l'idée. Parce qu'en fait, à chaque fois, on est au cœur de, quand même, de ce que c'est. Et alors, on se dit, bon là, on voit très bien la première, la seconde, qu'est-ce qu'ils peuvent sortir derrière? C'est quoi? C'est tous les ans? C'est tous les... C'est à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend des budgets. Mais en gros, c'est tous les ans, oui. Il faut se renouveler à chaque fois. Mais regardez. Vous avez déjà parlé de ces marques et on les attend. Bien sûr, on attend la prochaine pub. Et nous, dans les festivals, on sait, ah, il y a un Specsavers, ça va être bon, voilà, on salive d'avance. Behalten Sie tiefer bei 300 Meter. Behalten Sie tiefer, Bass! Überprüfen Sie Ordnung. Überprüfen Sie Ordnung. Hören Sie das? Schutzwand! Auf und Haupttor! Hey, hey! C'est une baleine qui s'est gourée. Et voilà, la baleine n'avait pas les bonnes lunettes. Double choc dans le sous-marin. Et écoutez, après, l'année suivante, il y a eu plein de petits sous-marins. On rêve quand même de publicité comme ça à nos amis publicitaires français. Ah ouais, inspirez-vous de la créativité anglo-saxonne qu'on puisse avoir avoir un tout des petit peu écrans. plus cher. Et encore, Ouais, et encore. Vraiment très drôle, ça. Bravo, merci beaucoup. Vous êtes en forme, les gars, ce matin. Eh ben Je me voilà. disais, tiens, c'est une batterie de mecs à moustache. Ben non, finalement, c'était bien. Hein. Moi, Voyez, j'ai bien hein, aimé, comme quoi. hein. Bon, on continue en espérant que ça va être aussi bien après. On va voir. Vieux fauteuil au coin du feu, où me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin. Bon, alors le contrat avec les libraires de Télématin, c'est de ne pas parler des livres dont les autres parlent. C'est pas facile. Quoi qu'ils avaient le choix, 560, ça va. Oui, et donc d'abord c'est le premier contrat évidemment, et vous proposez des alternatives, et en même temps arriver à travers une sélection de 3 coups de cœur à balayer le spectre des possibles entre les styles, les univers. Et ce matin, mission remplie par Xavier de Marchy, qui est libraire à Paris, rue Claire, dans le 7e arrondissement. On est à quelques encablures des Invalides. Et alors, 3 romanciers et romancières français ce matin, 100% français. Commençons par Jean Le Gall, Les lois de l'apogée, édition Robert Laffont. Et alors, ce que j'aime dans ce bouquin, William, c'est ce que j'appelle un tout en un. C'est-à-dire que vous allez avoir tout dans ce livre. Une intrigue sentimentale, une intrigue policière, une intrigue politique. Regardez. À 25 ans, au milieu des années 80, un jeune prodige des lettres obtient le prix Goncourt. À cette occasion, il rencontre une jeune journaliste ambitieuse italienne. Il tombe amoureux d'elle, il décide de l'épouser. Elle vient à Paris. Très vite, cette femme devient, par ses manigances, l'une des femmes d'affaires les plus influentes de France. Alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière dans la finance, lui au contraire dégringole, il n'écrit plus, il ne produit plus rien. Jusqu'au jour où un détective privé le contacte, il enquête sur la disparition d'un jeune enfant au tout début des années 80. Il est convaincu que cet enfant a été tué et que c'est la femme de l'écrivain qui a tué cet enfant.
En lisant ce livre, j'ai vraiment eu l'impression que Jean Le Gall s'était mis dans les pas de Michel Audiard. C'est drôle, il a le sens de la formule, c'est sans concession, c'est un excellent moyen de prolonger les vacances. Le tout sur fond d'enquête policière, c'est un de mes coups de cœur de la rentrée. Autre coup de cœur, un roman étonnant, Le Garçon, de Marcus Malt, aux éditions Zulma. Au début du XXe siècle, dans le sud-est de la France, un jeune homme et sa mère vivent au milieu des bois, coupés du monde. Ils mènent quasiment une vie sauvage. La maman décède et, dès lors, ce jeune homme est confronté à lui-même. Il va apprendre la vie en parcourant la France et faire des rencontres plus étonnantes les unes que les autres. Des paysans qui vont l'accueillir, un ancien lutteur qui va lui apprendre les ficelles du métier et une jeune fille qui va lui révéler tous les secrets de l'amour. Malheureusement, la guerre de 14 éclate, il est mobilisé, il va côtoyer l'horreur et pour lui commence une véritable descente aux enfers. Ce roman est à la fois ample, poignant, émouvant. Marcus Malt nous plonge dans la vie de ce garçon, de sa rédemption à sa chute. C'est un roman très original. Pour terminer, un roman politiquement incorrect, Les visages pâles de Solange Biette-Charton aux éditions Stock. De nos jours, dans le sud-ouest de la France, 3 jeunes gens se rendent dans la maison familiale. Leur grand-père vient de décéder. Leur père les accueille et leur annonce qu'il a décidé de vendre la maison. Cette annonce provoque une véritable déchirure au sein de la famille. Il y a ceux d'un côté qui n'en ont rien à faire de cette maison et en revanche d'autres qui y sont très attachés, ils y ont beaucoup de souvenirs. Ce livre m'a fait penser à l'univers du réalisateur Étienne Châtillez pour l'ambiance et aussi à Michel Houellebecq pour l'écriture. C'est une écriture sans concession, c'est un portrait féroce de notre société et véritablement, Solange Biette-Charton a décidé de régler ses comptes avec notre époque, c'est jubilatoire. Voilà pour la sélection de ce libraire, pas mal, des gens très différents. Oui, j'aime bien. Il a raison, Xavier. Il parle de Châtillez pour l'univers, il parle également de Houellebecq pour l'écriture. Et je rajouterais Balzac. Comme ça, cette jeune Solange Biette-Charton, à mon avis, elle va être contente devant la télé ce matin. C'est très balzacien, une peinture au vitriol de la bourgeoisie française. Oui, c'est pas fini. Là, c'est la semaine prochaine. Non, qu'est-ce qu'on aimera? Non, cette semaine, elle va venir. Olivia de Lamberterie, on continue. Oui, mais on aime les livres dans cette émission. On continue à charger votre librairie. Merci beaucoup, madame, monsieur.